Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback, à l'occasion des prochains Césars, sur la comédienne qui a reçu le premier César de la meilleure actrice de l'histoire des Césars, Romy Schneider. Présidée par Catherine Deneuve, la 50e cérémonie des Césars aura donc lieu le vendredi 28 février à l'Olympia. Les Césars sont nés il y a 50 ans en effet, dans la tête d'un ancien journaliste de cinéma, devenu spécialiste des relations publiques et organisateur notamment d'avant-premières spectaculaires, Georges Craven. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de faire exister en France l'équivalent de la cérémonie des Oscars créée en 1929 à Hollywood. En 1975, Georges Craven se dit que le moment est venu, notamment parce qu'il est ami avec Marcel Julien, écrivain, éditeur et scénariste fidèle de Gérard Houry, et qui surtout vient d'être nommé à la direction d'Antenne 2, la future France 2. Il se dit en effet que s'il arrive à convaincre son ami que la deuxième chaîne, il n'y en a alors que 3, diffuse la cérémonie, le pari a toutes les chances d'être gagné. Comme le raconte Thierry Lacaze, dans son livre passionnant, très bien informé, qui vient de sortir, 50 cérémonies des Césars, c'est à l'hôtel de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence qu'est née la légende des Césars. Georges Craven y est en villégiature avec son ami, le sculpteur César Baldaccini, dit César, et ils y croisent justement Marcel Julien. Craven, bien sûr, parle de son idée à ses amis, et c'est ainsi qu'au fil de la discussion, son rêve se concrétise. Il va créer l'Académie des arts et techniques du cinéma, réunir 1 millier de votants dans les milieux professionnels du cinéma, ils sont aujourd'hui plus de 3500, qui vont rendre public leur vote lors d'une cérémonie dont le retentissement viendra de sa retransmission en direct sur Antenne 2. Depuis 1994, c'est sur Canal+ qu'elle est désormais diffusée. Cette récompense portera le nom de César, parce que ça sonne comme Oscar, mais également parce que ce nom rappelle la célèbre trilogie de Marcel Pagnol et son immense interprète, le légendaire Rému, et aussi l'inoubliable César de César et Rosalie, Yves Montand, qui est l'un de ses proches. Et enfin, parce que le sculpteur accepte non seulement de lui céder son nom, mais d'en créer la statuette. La première année, ce sera un homme entouré de pellicules, debout sur une bobine de film. L'année suivante, la statuette sera à l'image de ce qui a fait la renommée de César, une compression de matériaux sous la forme d'une bûche de bronze doré. 1 an après cette discussion à Saint-Paul-de-Vence, le 3 avril 1976, a donc lieu au Palais des Congrès de Paris la première cérémonie des Césars du cinéma français, présidée par une légende vivante, Jean Gabin, présentée par le monsieur cinéma d'Antenne 2, Pierre Tchernia, et devant laquelle sont réunis 15 millions de téléspectateurs. Et la gagnante est Romy Schneider. L'important, c'est d'aimer. Romy Schneider. Romy Schneider. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse et très fière. Et j'ai envie de vous dire que je pense spécialement à un homme ce soir qui m'a appris mon métier, qui était mon maître et mon très grand ami. Il sera content pour moi. C'est Luchino Visconti. C'est elle, en effet, pour son incroyable performance dans L'important c'est d'aimer, qui remporte donc le premier César de la meilleure actrice de l'histoire des Césars, coiffant au poteau sur la ligne d'arrivée, excusez du peu, Isabelle Adjani nommée pour l'histoire d'Adèle H, Catherine Deneuve pour Le Sauvage et Delphine Seyrig pour India Song. Il y avait pour cette première année 4 nominations, mais le nombre variera au fil des ans, il y en aura jusqu'à 7. Ces dernières années, l'Académie a décidé de s'arrêter à 5. Et ce soir-là, c'est justement son partenaire de César et Rosalie, Yves Montand, qui en compagnie de Dominique Sanda remet la statuette à Romy Schneider. Mais cette soirée a pour elle les allures d'une double victoire, car c'est Le Vieux Fusil de Robert Enrico qui est sacré meilleur film, tandis que son héros, Philippe Noiret, remporte le premier César du meilleur acteur. Comment la dissocier, elle,
l'incandescente et émouvante interprète du vieux fusil de ce triomphe. Il est clair que chacune de ses concurrentes aurait été très heureuse de se voir attribuer cette première récompense. Mais comment ne pas penser que pour Romy Schneider, ce premier César de la meilleure actrice de l'histoire des Césars du cinéma français a davantage de sens encore. Car pour elle, actrice allemande, jouant dans une langue qui n'est pas la sienne, dont la légende est née dans les froufrous des valses de Vienne, ce n'est pas juste une récompense, mais une véritable reconnaissance, celle qui consacre non seulement un immense talent, mais aussi un choix de carrière et même un choix de vie. Pouvait-elle rêver en effet plus belle consécration sur une terre qu'elle a faite sienne que celle-ci, accordée par ceux qui, par sa seule volonté, sa seule exigence, sont devenus ses pairs. C'est à 20 ans, en 1958, qu'elle a tourné le dos une première fois à son destin tout tracé pour s'inventer le sien. Juste un petit rappel, même si cela a été raconté des centaines de fois, comme on raconte un conte de fées. Rosemarie Albar a donc débuté à 15 ans aux côtés de sa mère, Magda Schneider, ex-actrice officielle du Troisième Reich, qui après 8 ans de purgatoire, fait son retour devant les caméras dans le film Lilas Blanc. Choisie pour jouer sa fille de fiction, Rosemarie Albar rencontre immédiatement le succès, prend vite le nom de sa mère et y accole le diminutif affectueux qu'elle lui donne, Romy. 2 ans et 4 films plus tard, la série des 3 Sissi, grand spectacle consacré à la romanesque Élisabeth d'Autriche, est un triomphe sans précédent. À 19 ans, Romy Schneider est une immense star, la première de la Nouvelle Europe. Mais elle a une trop haute idée de son métier pour se contenter de ses crinolines et de ses sentiments à l'eau de rose. Plutôt qu'un 4e Sissi, et le cachet énorme qui va avec, elle préfère Jeunes filles en uniforme, où elle joue une élève amoureuse d'une de ses professeurs. Déjà, on l'accuse de trahir Sissi, ce n'est que le début. En 1958, pour son énième film en crinoline, Christine, de Pierre Gaspard VIII, qui doit se tourner en France, elle choisit sur catalogue, coproduction oblige, un jeune acteur français. Il est inconnu, mais beau à se damner. Il s'appelle Alain Delon. Leur histoire d'amour née sur le tournage est entrée dans la légende. Par amour pour lui, et aussi pour échapper au parcours balisé que sa mère et son beau-père organisent pour elle, elle décide de quitter son pays et de venir s'installer à Paris. Les Allemands ne le lui pardonneront jamais. Grâce à Delon, Romy Schneider fait une rencontre capitale, Luchino Visconti, avec lequel il va tourner Rocco et ses frères. Le cinéaste italien devine rapidement le potentiel et l'exigence artistique de la jeune actrice. Et alors qu'elle parle à peine français, il lui fait faire ses débuts au théâtre, à Paris, aux côtés de Delon, novice lui aussi, dans Dommage qu'elle soit une putain, avant de lui confier en 1961 son premier rôle éclatant de femme dans un sketch de Boca 70. Premier à lui donner confiance en elle, il restera toute sa vie son maître et son ami. Il n'y avait d'ailleurs que lui pour pouvoir lui proposer en 1971, dans sa grande fresque sur Louis II de Bavière, Ludwig ou le crépuscule des dieux, de reprendre, comme l'on boucle une boucle, le rôle d'Élisabeth d'Autriche, qui certes a fait sa gloire, mais qu'elle a longtemps porté comme un fardeau, et qui est cette fois plus proche de la réalité historique et de son personnage tourmenté. Et c'est tout naturellement à Luchino Visconti, mort 2 semaines auparavant, qu'elle dédiera ce premier César, le 3 avril 1976. Ses premiers pas français n'avaient pourtant pas été évidents. Grâce à ses débuts fulgurants, Delon est alors devenue une star et elle n'est plus qu'une comédienne étrangère qui attend les bons projets. Ce sera le premier film d'Alain Cavalier, Le combat dans l'île, qui sera donc son premier film en français, puis Le procès d'Orson Welles. Les Américains l'invitent alors à Hollywood. Parmi ses films américains, Le Cardinal d'Otto Preminger, tourné à Vienne, sa ville natale, et 2 comédies, Prête-moi ton mari avec Jack Lemmon et Quoi de neuf Pussycat où Woody Allen fait ses débuts. Loin de tout et de tous, elle n'est pas heureuse en Amérique. Et lorsque Delon décide de la quitter
Après 5 ans d'une passion tumultueuse, elle revient en France et se lance à corps perdu dans la folle aventure de l'enfer d'Henri Georges Clouzot, qui s'essaie avec elle à tous les effets visuels possibles. Mais au bout de 3 semaines, après de multiples incidents et la crise cardiaque du réalisateur, le tournage est arrêté. Dépitée, sans projet, ayant du mal à se remettre de sa rupture avec Delon, elle rentre à Berlin. En avril 1965, elle y rencontre un acteur metteur en scène de théâtre, Harry Meyen, de 14 ans son aîné. Ils se marient en France le 15 juillet 1966. Elle décide alors de mettre sa carrière entre parenthèses et donne naissance à Berlin le 3 décembre à son fils David. Elle a 28 ans et a déjà tourné 31 films. Fin de partie, personne n'y croit. À nouveau, le destin aura le visage d'Alain Delon. C'est lui, cette fois, qui, en 1968, 10 ans après leur première rencontre, l'impose à ses producteurs de la piscine qui n'en voulaient pas, la trouvant has-been et trop marquée par Sissi. Il n'imagine pas qu'il lui ouvre ainsi les portes d'une nouvelle carrière, la plus belle, celle qui fait que Romy Schneider est encore aujourd'hui Romy Schneider. Les spectateurs découvrent alors une nouvelle femme. Elle n'a pas 30 ans, elle est belle, très belle et rayonnante. L'actrice que les producteurs trouvaient has-been revient en star. La piscine de Jacques Deray est un succès. C'est la première étape d'un parcours qui va mener Romy Schneider au premier rang des actrices françaises. Sa rencontre avec Claude Sautet au studio de Boulogne-Billancourt fera le reste. Lorsqu'avant même la sortie de la piscine, Sautet, qui avait alors décidé d'arrêter la mise en scène, lui propose Les choses de la vie, son nouveau projet, celui qui lui a donné envie de repasser derrière la caméra, ni lui ni elle ne se doutent que chacun vient de trouver son alter ego. Ils sont alors, elle et lui, à l'aube d'un nouveau commencement, d'une nouvelle carrière. Et c'est ensemble qu'ils vont franchir cette étape qui va changer leur vie à tous les deux. Le cinéaste a trouvé sa muse et l'actrice son Pygmalion. Chacun va magnifier le talent de l'autre. Sans lui, l'aura de Romy, sa gloire, l'affection que lui voue encore aujourd'hui le public, n'aurait pas cette intensité, cette profondeur, cette évidence. Sans elle, son travail à lui n'aurait pas ce côté charnel et chaleureux, cette émotion à fleur d'image et ce retentissement constant. Cette rencontre, Sautet l'a qualifiée de coup de foudre créatif et il disait qu'elle les avait illuminés tous les deux. Le succès de la piscine en 1969 et des choses de la vie en 1970 ont en effet lancé la troisième carrière de Romy Schneider, qui décide donc de se séparer d'Harry Meyen et de venir s'installer en France, s'attirant une nouvelle fois les foudres de la presse allemande. Non seulement elle enchaîne avec les films de Claude Sautet, Max et les Ferrailleurs en 1971 et César et Rosalie en 1972, qui fera d'elle alors, joli paradoxe, la femme française par excellence, à la fois telle qu'elle existe et telle que tous la fantasment, mais poussée par une véritable ambition artistique et l'exigence avec laquelle elle conçoit son métier, et aussi, comme le disait Sautet, par un vent qu'elle ne pouvait pas maîtriser et qui était un immense désir d'absolu, elle enchaîne très vite les personnages graves, sombres et tourmentés, de plus en plus émouvants et déchirants. Et régulièrement, dans des films liés à la Seconde Guerre mondiale, comme si, à l'image des cinéastes allemands de sa génération, elle voulait expier les horreurs commises par son pays sous la botte nazie. L'année 1975 est symbolique de ces deux lignes de force de sa carrière. Avec d'un côté le vieux fusil de Robert Enrico, où elle est victime brûlée vive d'une division SS, et de l'autre l'importance d'aimer d'un jeune cinéaste polonais quasi inconnu, Andrzej Zulawski. Dans l'un comme dans l'autre, avec le goût de l'épreuve et ce sens de la perfection qui la caractérise, elle se donne à fond, jouant, et c'est un comble, une actrice ratée dans l'importance d'aimer. Elle s'empare de son personnage avec un mélange impressionnant de force et de vulnérabilité, de sincérité et de passion, entre maîtrise et abandon, entre défi et mise à nu. Sa performance, déchirante de vérité, restera comme la métaphore suprême de son implication exigeante et totale dans chacun de ses rôles.
Pas étonnant que pour beaucoup de comédiennes et de comédiens d'aujourd'hui, cette performance reste une référence et symbolise l'incarnation même du métier d'acteur, jusqu'à l'incandescence, jusqu'au sacrifice. Pas étonnant que ce premier César de la meilleure actrice de l'histoire des Césars du cinéma français ait eu un sens plus que symbolique pour elle. Un an plus tard, en 1977, elle est à nouveau nommée pour Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier de Fer. Et c'est en 1979 qu'elle est la première comédienne de l'histoire des Césars à recevoir un deuxième César de la meilleure actrice. Elle le doit bien sûr à Une histoire simple de Claude Sautet, le seul de leurs 5 films qui dès l'origine a été écrit pour elle. Elle a alors 40 ans, elle vient de donner naissance à sa fille Sarah, elle est heureuse et veut que le cinéma en garde la trace. Ce film, magnifique portrait de femme qui choisit de prendre sa vie en main quel que soit le prix à en payer, sera d'ailleurs la seule escale lumineuse dans un voyage cinématographique marqué, comme on l'a dit, de films et de personnages de plus en plus sombres. Cette fois, elle dédiera son César à ses 2 fidèles complices, Claude Sautet et son co-scénariste de toujours, Jean-Loup Dabadi. L'année suivante, elle sera à nouveau nommée pour Claire de Femme de Costa-Gavras. Et en 1983, triste privilège, elle sera la première actrice nommée à titre posthume au César de la meilleure actrice pour La Passante du Sans-Souci, ce film qu'elle a voulu contre vents et marées, qu'elle a initié, dont elle a choisi le réalisateur Jacques Rouffio et son partenaire, le fidèle Michel Piccoli, et qu'elle a tenu à faire malgré la mort de son fils David en juillet 1981 et qui est sorti 1 mois avant sa disparition, le 29 mai 1982 à 43 ans. Enfin, autre triste privilège, mais qui en dit long sur son statut et l'affection que lui porte toujours la profession et le public au fil des ans, elle est à ce jour la seule actrice à avoir reçu en 2008 un César d'honneur à titre posthume pour l'ensemble de sa carrière. C'est Alain Delon qui le présentera, suscitant tout naturellement une bouleversante standing ovation. Rarement actrice aura été à la fois aussi belle et aussi émouvante. Rarement comédienne entrée dans le métier aussi jeune aura su accomplir un parcours aussi exemplaire en cherchant justement, poussée par un immense désir d'absolu, à échapper à sa propre légende. Rarement star aura été à la fois autant bénie des dieux et marquée par le destin. Rarement femme aura été aussi lumineuse et aussi tourmentée. Rarement étrangère aura à ce point représenté la France. Par sa grâce et sa beauté, par l'évidence de son talent, par sa voix inoubliable et son accent indéfinissable, par son implication dans ses rôles, sa puissance d'émotion, la richesse de son parcours et de ses rencontres, la vie et la lumière qui se dégagent d'elle malgré les drames qu'elle a vécus, Romy Schneider a noué avec le public un lien indéfectible qui a franchi les générations, touchant les spectateurs mais aussi les actrices et les acteurs dans ce qu'ils ont de plus personnel, de plus profond, de plus secret. Plus de 40 ans après sa disparition, elle nous touche toujours, elle nous trouble encore, c'est là sa force et son mystère.